Alors, les dyscaliémies, alors c'est un cours qui est très important. Pourquoi? Parce que un trouble du potassium, quand il est sévère, est mortel. D'accord? Donc, toute variation du potassium peut engendrer des troubles sévères et la mort. Donc, il faut absolument faire le diagnostic. D'autant plus que nous n'avons pas de signes cliniques quand il s'agit d'un trouble aigu. D'accord? Donc, il faut le détecter, il faut le diagnostiquer et il faut le traiter le plus rapidement possible et d'une manière spécifique et particulière. Pourquoi? Parce que l'hypokaliémie, il faut donner du potassium, mais malheureusement, le potassium ne peut pas se donner par bolus. Donc il ne peut pas se corriger de manière brutale. Parce que si vous injectez du potassium par voie IV, vous allez entraîner la mort du patient. Donc il y a une particularité dans l'administration du potassium. Deuxième chose, quand on a une hyperkaliémie, eh bien, le seul moyen de corriger, bon, il y a des médicaments, c'est vrai, on peut corriger de manière transitoire, mais le meilleur traitement, c'est l'hémodialyse. Donc c'est pas facile de traiter une hyperkaliémie ou une hypokaliémie. Alors, pour comprendre un peu les dyscaliémies, on va d'abord parler de cet élément chimique, puisque c'est un élément chimique. Alors, vous savez que dans le tableau périodique, certainement que vous le connaissez, hein, le potassium, c'est l'élément chimique numéro 19. D'accord? Il a été découvert en 1807. Hein? La méthode de découverte de cet élément chimique a été l'électrolyse. Le symbole K fait référence au kalium. Vous savez que le kalium, en arabe, ça existe également. El kalia. D'accord? C'est la cendre des plantes. On appelle ça. El kalia. Voilà. Il faut savoir également une chose, c'est que le taux de potassium est appelé kaliémie. Et je pense que vous connaissez également sa valeur. Le potassium, donc, est compris entre 3,5 et 4,5 millimoles par litre. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est le principal cation du milieu hydrique. D'accord? Intracellulaire. Donc, en intracellulaire, vous trouverez le potassium à raison de 60 à 120 mEq dans ce liquide. Par contre, dans le milieu extracellulaire, vous le trouverez à 3,5 jusqu'à 4,5 mEq par litre. Et il ne représente en fait dans le milieu extracellulaire que 1 à 2% du capital total du potassium. La totalité du potassium, elle provient de l'alimentation. Et elle est éliminée par un seul organe qui est le rein. D'accord? Donc, les urines. Bien entendu, il faut savoir également qu'il y a une toute petite quantité, environ, on va dire 10%, qui est éliminée par la sueur ou par les selles. Vous savez que le potassium est éliminé quand il est en excès par des hormones, grâce à des hormones. Quelles sont ces hormones? Vous les connaissez? Non? Les minéralocorticoïdes et l'aldostérone. Les minéralocorticoïdes et l'aldostérone. La rétention de sodium en cas de déficit ne se fait qu'avec un retard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si on a une baisse, ça se voit pas dans le sang. Ça se voit pas. Vous avez par exemple une valeur de 3,5, mais déjà, le potassium descend dans l'organisme. Il faut 8 à 15 jours pour le voir apparaître dans le sang. D'accord? C'est pour ça que c'est difficile de faire son diagnostic. Est-ce que c'est clair? Donc vous devez connaître les éléments que je vous ai donnés maintenant. Qu'est-ce que c'est que cet élément chimique? Le numéro de cet élément chimique sur le tableau périodique 19, que K, ça vient du kalium, hein,
que le potassium, sa concentration dans le milieu extracellulaire, c'est celle-là qui est étudiée surtout, est de 3,5 à 4,5, qui ne représente pas le pouls total, qui ne représente qu'une toute petite partie du pouls total. Il faut savoir aussi que ce potassium, quand il est éliminé, il dépend de facteurs hormonaux tels que les minéralocorticoïdes et l'aldostérone. Voilà. Maintenant, on va un petit peu parler des hypokaliémies. On va dire qu'il y a une hypokaliémie quand la valeur du potassium dans le sang est inférieure à 3,5 mEq par litre. Et elles peuvent être secondaires, ces hypokaliémies, à 4 situations. La première situation, c'est une carence d'apport. Donc on n'a pas pris assez de potassium. La deuxième situation, c'est un transfert endogène. Ça veut dire du milieu extracellulaire où il y a ce pool potassique, on va avoir ce potassium qui va entrer à l'intérieur de la cellule à cause de certains mécanismes que je vais vous expliquer après. La troisième, c'est une perte par voie digestive, donc quand on a des diarrhées, voilà. Et la dernière, une perte par voie rénale. D'accord? Donc, 4 situations qui peuvent être à l'origine d'une hypokaliémie. Alors, pour la première, les carences d'apport, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces carences d'apport? On peut dire qu'elles sont exceptionnelles. Alors, on va les rencontrer surtout ça chez des patients, par exemple, qui s'alimentent pas normalement. Par exemple, un coma, quelqu'un qui est dans le coma, ou quelqu'un qui prend une alimentation artificielle. On lui donne pas suffisamment de potassium. On va retrouver ça surtout dans des unités de soins, dans les hôpitaux. Donc, on trouvera l'hypokaliémie par défaut d'apport, surtout chez des sujets qui sont alités, qui sont dans le coma, qui sont opérés, d'accord? Donc, c'est des situations exceptionnelles. Pourquoi? Parce qu'en général, on s'alimente et on apporte suffisamment de potassium à notre organisme. Les transferts endogènes, c'est le passage du potassium du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. On parle d'un transfert. Ce transfert, il se fait quand le pH dans le sang, il est alcalin. D'accord? Quand on a une alcalose. Alors cette alcalose, elle peut être d'origine respiratoire, elle peut être d'origine métabolique. Ce transfert, il peut être facilité par un apport de glucose ou bien une réhydratation. Alors, donnez-moi un exemple d'un apport de glucose excessif à l'intérieur de la cellule. Donnez-moi un exemple. Quand on prend de l'insuline, d'accord, qu'est-ce qui permet au glucose d'entrer à l'intérieur de la cellule? C'est l'insuline. Donc tous les sujets qui sont diabétiques et qui sont sous insuline perdent le potassium qui est en extracellulaire. Pourquoi? Parce que l'insuline va faire rentrer le glucose, le potassium va suivre avec lui. Donc les diabétiques ont tendance à faire des hypokaliémies. D'accord? La réhydratation également. Par exemple, on va réhydrater un patient, et on va apporter quoi? Un soluté glucosé. D'accord? Quand on va lui apporter ce soluté glucosé, l'insuline qui fonctionne toujours dans son organisme, elle va faire entrer le glucose à l'intérieur de la cellule. En faisant entrer le glucose à l'intérieur de la cellule, elle va faire également entrer le potassium. Et on va tomber en hypokaliémie. Vas-y, cherche. Alors, d'autres médicaments également qui vont entraîner de l'hypokaliémie, des médicaments comme l'adrénaline. D'accord? L'adrénaline, elle peut entraîner de l'hypokaliémie. Le salbutamol. Vous avez vu les asthmatiques. Parfois, ils n'arrivent pas à respirer. Donc, ils font un bronchospasme. Ils spasment. Pourquoi? Parce que ça se ferme. Les bronches, elles se ferment. Qu'est-ce qu'on fait? On leur donne un bronchodilatateur. C'est le salbutamol. Vous avez vu la ventoline? Quand on respire ça, d'accord? Eh ben ça, ce médicament-là entraîne une hypokaliémie. D'accord? Donc il y a certains médicaments qui vont entraîner de l'hypokaliémie. Donc chez les diabétiques, vous devez le rechercher. Chez les asthmatiques, vous devez chercher l'hypokaliémie. Chez les insuffisants respiratoires chroniques, vous devez chercher l'hypokaliémie. Chez les sujets en alcalose, vous devez rechercher l'hypokaliémie. Donc nous, on sait quand est-ce qu'il faut la rechercher.
D'accord? Voilà. Le transfert va se faire également dans certaines maladies familiales. Donc ça, c'est des maladies familiales un peu rares. On appelle ça les paralysies périodiques, familiales, génétiques. Donc il y a certaines maladies qu'on rencontre chez certaines familles qui entraînent des hypokaliémies. C'est lié à la maladie génétique. Et on va voir quoi chez eux? Une paralysie des 4 membres. Ils sont paralysés complètement. Donc c'est une paralysie familiale. Et chez eux, justement, on trouve de l'hypocalémie. D'accord? Voilà. Donc c'est les transferts endogènes. Et cette hypocalémie familiale, elle est due justement à l'atteinte musculaire chez ces malades paralysés. Alors, après carence d'apport, transfert endogène, les pertes par voie rénale. L'hypokaliémie s'associe à une kaliurie normale ou élevée. Donc elle peut être très élevée, cette kaliurie, c'est-à-dire perte de potassium, perte de potassium par voie rénale. Cette perte de potassium par voie rénale, elle peut dépasser 30 à 40 mEq par litre. C'est très important. Et les causes les plus fréquentes des pertes rénales, c'est quoi? L'insuffisance rénale aiguë en phase de reprise de diurèse. Je vous donne l'exemple. Voilà. Un patient, voilà, il a fait une insuffisance rénale fonctionnelle. Ça veut dire qu'il a perdu sa fonction rénale à cause d'une hypotension. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne de l'eau pour récupérer sa fonction rénale, pour le réhydrater, pour faire monter sa tension artérielle et pour le réhydrater. Au moment où on le réhydrate, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à pisser. D'accord? Il pisse tellement qu'en même temps, il perd beaucoup de potassium. D'accord? Donc c'est une reprise de diurèse. Cette reprise de diurèse, elle est associée à une kaliurie qui peut être très importante. Et donc, diminuer le taux de potassium dans le sang. D'accord? Un autre exemple. Un patient qui a un obstacle. C'est un calcul rénal. Voilà, on le prend au bloc opératoire ou bien en lithotricie. Lithotricie, c'est quoi? C'est des ondes qui permettent de casser le calcul rénal sans être opéré. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les ondes? Voilà, on casse le calcul. Au moment où on casse le calcul, hop, il y a une débâcle urinaire très importante. Cette débâcle urinaire, elle est tellement importante qu'elle va aspirer tout le potassium et elle va l'éliminer. Donc on va avoir une hypokaliémie. Donc c'est des pertes par voie rénale, mais facile à juguler et à traiter. Il y a d'autres causes également. Il y a les néphrites interstitielles, il y a les tubulopathies congénitales, il y a lorsqu'on fait une anastomose urétéro-sigmoïdienne, les hyperaldostéronismes et les diurétiques et les corticoïdes. Donc, toutes ces causes sont des causes d'hypokaliémie par perte par voie rénale. D'accord? Et vous allez les rencontrer au cours de votre pratique quotidienne. Par exemple, l'hyperaldostéronisme secondaire au cours d'une tumeur. Voilà, on a une tumeur de la surrénale et il va apparaître quoi? Un hyperaldostéronisme secondaire et vous allez avoir une perte de potassium par voie rénale. D'accord? Voilà. Et d'autres causes, les diurétiques. Vous avez les diurétiques de Lens, comme le Lasix. Il fait perdre beaucoup de potassium. Donc, quand on donne un diurétique parce qu'il y a une insuffisance cardiaque ou parce qu'il y a un OAP, il faut toujours faire attention parce qu'on doit associer au diurétique parfois du potassium en sirop. D'accord? Pour pas qu'il fasse une hypokaliémie. Voilà, donc ça c'est les pertes par voie rénale. Les pertes digestives, donnez-moi un exemple de perte digestive, dans certains pays, etc. Le choléra, vous connaissez le choléra, hein? Donc c'est des diarrhées intenses, vomissements, diarrhées, etc. Donc on a des pertes digestives très importantes de potassium au cours du choléra. Donc quand on réhydrate le patient et quand on le traite avec des traitements contre le choléra, il faut aussi corriger le potassium, parce qu'on sait que dans cette maladie, l'hypokaliémie, elle est très importante et elle peut entraîner un arrêt cardiaque. Alors, au lieu que ce soit le choléra qui tue le malade, ou la déshydratation, c'est l'hypokaliémie qui va tuer le malade. D'accord? Donc, il faut toujours vérifier l'hypokaliémie. On a les vomissements, on a également
les aspirations digestives. Vous avez vu au bloc opératoire, quand on opère l'estomac, qu'est-ce qu'on fait? On laisse une sonde gastrique. Pourquoi on laisse la sonde gastrique? Parce que pour éviter le gonflement, on a fait des sutures, on a fait des sutures au niveau de l'estomac, on a opéré l'estomac. Si l'estomac gonfle, les sutures, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont lâcher. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met une sonde gastrique pour diminuer la pression. Et on aspire. D'accord? Donc on aspire pendant quelque temps. En aspirant, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir le potassium. D'accord? Donc, les aspirations digestives, elles peuvent être à l'origine d'hypokaliémie. Donc, quand on est au bloc opératoire, quand on a fait sortir le malade et qu'on a mis une sonde pour aspirer, il faut tout le temps vérifier le potassium. Parce que dès qu'il baisse, on le corrige. D'accord? Il y a également les fistules et les laxatifs. Vous savez que les sujets âgés, ils font de la constipation. Quand ils font de la constipation, qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne des produits pour pouvoir éliminer les selles. Ça s'appelle des laxatifs. Les laxatifs, quand on les donne, ils entraînent une perte de potassium très importante. Donc il faut toujours vérifier le potassium parce qu'il risque de faire une hypokaliémie. Alors les laxatifs, c'est pas un médicament qu'on donne comme ça ou comme on donne du paracétamol ou bien. D'accord, il faut faire très très attention parce que ça peut entraîner une hypokaliémie et un arrêt circulatoire. D'accord? Donc, carence d'apport, transfert endogène, perte rénale, perte digestive. Ce sont les 4 situations au cours desquelles vous pouvez trouver une hypokaliémie inférieure à 3,5 mEq par litre. Les manifestations, qu'est-ce qu'on va rencontrer quand on a une hypokaliémie? Alors, le potassium, c'est un cation intracellulaire qui est impliqué, le potassium, dans la transmission de l'influx nerveux et dans la contraction musculaire. La modification brutale, c'est surtout ça, la modification brutale du rapport entre le potassium intracellulaire et extracellulaire, c'est-à-dire la différence entre les deux, surtout, c'est elle qui induit les manifestations cliniques. C'est pas simplement la baisse, c'est la différence entre les deux milieux qui va s'installer et qui va être de plus en plus profonde. C'est elle qui va être à l'origine des manifestations cliniques. Quelles sont ces manifestations cliniques? Les voici. Les manifestations musculaires, les manifestations, une atteinte des muscles striés, une atteinte également des muscles lisses et surtout, quelque chose qui peut être mortel, des manifestations cardiovasculaires. Ces manifestations cardiovasculaires se traduisent par des modifications au niveau de l'ECG. Et je vais vous montrer comment vous allez reconnaître, même si vous n'avez pas un bilan ou un laboratoire, vous pouvez, rien qu'avec l'ECG, détecter tout seul l'hypokaliémie ou l'hyperkaliémie et des manifestations cliniques cardiovasculaires. Alors, les manifestations électrocardiographiques. Les voici. Alors, avant de vous parler des manifestations électrocardiographiques, je voudrais vous dire quelques mots sur les manifestations cliniques musculaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des troubles vasomoteurs, d'accord? Donc, hypersudation, etc. Vous allez avoir également des troubles du rythme cardiaque. Vous allez avoir une hyperpulsabilité artérielle, c'est-à-dire que l'artère, quand vous allez toucher là l'artère, vous allez voir qu'elle tape très fort au cours de l'hypokaliémie. Vous allez avoir une baisse de la pression artérielle. Baisse de la pression artérielle, un élargissement de la différentielle. C'est quoi l'élargissement de la différentielle? C'est quoi? Élargissement de la différentielle. Donnez-moi un exemple. 12 de tension, 12, 4. D'accord? C'est-à-dire un élargissement de la différentielle. D'accord? Donc au cours de l'hypokaliémie, vous allez avoir un élargissement de la différentielle. Vous allez avoir également une tachycardie. Donc le patient, il est tachycarde. Vous allez avoir une arythmie. Le patient, il a un rythme cardiaque qui n'est pas normal, qui n'est pas régulier. D'accord? Vous allez avoir également... voilà, c'est tout. On va pas aller plus loin.
pour ce qui est des manifestations cliniques, pour pas vous encombrer, mais c'est surtout des manifestations cardiovasculaires. Pour ce qui est de l'électro, de l'ECG, regardez ici l'ECG. Alors, vous vous rappelez que dans l'ECG, vous l'avez fait l'ECG, je crois. D'accord. Vous avez l'onde P. D'accord. Après, vous avez le Q, le R, le S et le T. D'accord. Ça, c'est le CG normal. C'est le complexe PQRST. Le complexe PQRST va être modifié au cours des dyscaliémies au niveau de la repolarisation. La repolarisation, c'est la partie qui se trouve entre le R et le T. D'accord? Donc c'est le ST. Jamais avant. C'est le ST. Ce sont les principales modifications que vous allez avoir. Vous allez avoir quoi? Vous allez avoir le ST qui descend un peu. Ensuite, vous allez avoir une onde T qui va apparaître. Et après, vous allez avoir une onde U. C'est l'onde U qui est très marquée, qui va vous traduire, qui va vous permettre de faire le diagnostic sans le laboratoire de l'hypokaliémie. L'onde U. D'accord? Voilà. Au cours de la triade, elle est surtout visible entre, vous vous rappelez le CG, vous avez D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Vous vous souvenez? D'accord. Donc, la triade est surtout visible de V2 à V4, et au niveau de D1, D2 et AVL. D'accord. Donc, vous allez voir le ST qui s'aplatit, l'onde T qui apparaît, l'onde U qui est profonde. Et vous allez le retrouver au niveau des dérivations V2 jusqu'à V4 et D1, D2 et AVL. D'accord? Donc ça, ce sont les manifestations cliniques. Alors, je voudrais vous dire quelque chose. Pour ceux qui sont présents, vous pouvez le dire aussi à vos camarades. Je vous poserai des questions sur l'ECG de l'hypo ou de l'hyperkaliémie. Donc, pourquoi? Je veux que vous arriviez à diagnostiquer l'hypokaliémie ou l'hyperkaliémie à partir d'une représentation de l'ECG. D'accord? C'est très important. Voilà. Donc, il est possible, par exemple, que je vous donne un ECG, je vous dis, qu'est-ce que vous voyez sur cet ECG? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Ou est-ce que vous voyez ça? Et vous allez me cocher les réponses vraies. D'accord? Voilà. Parce que je veux que vous ayez ça en tête. C'est très important. J'ai vu, par exemple, des médecins, au niveau de certaines régions, ils n'ont pas de laboratoire. Ils n'ont pas de laboratoire. Ils avaient des ECG. L'ECG, vous savez, dans les hôpitaux, il y a partout des ECG en général. Ils n'avaient pas de laboratoire, il n'y avait pas de laborantin, etc. Donc, ils utilisent l'ECG pour faire le diagnostic de l'hypokaliémie ou de l'hyperkaliémie. Et ça les a beaucoup aidés. D'accord? Donc c'est pour ça que je voudrais que vous appreniez à diagnostiquer les dyscaliémies avec l'ECG. Sachez une chose, c'est que on va pas en rester là avec l'hypokaliémie. Vous allez après, si l'hypokaliémie devient profonde, vous allez trouver des extrasystoles. Des extrasystoles auriculaires ou jonctionnelles. Vous allez avoir des fibrillations auriculaires et vous pouvez avoir aussi des torsades, on appelle ça des torsades de pointe. Alors je vous ai mis des images à la fin du cours sur tout ça, pour que vous puissiez reconnaître qu'est-ce que c'est qu'une torsade de pointe. D'accord? Sur un ECG. Voilà. Donc vous pourrez voir après. Donc je ne sais pas si on peut le faire passer tout de suite. D'accord? Voilà la torsade de pointe. Après ça, vous pouvez avoir même des fibrillations ventriculaires et des arrêts circulatoires. D'accord? Donc une torsade de pointe, c'est vraiment un signe pathognomonique de l'hypokaliémie. D'accord? Voilà. Alors, je voulais vous dire, parfois vous avez des aspects carrément comme ça, de l'ECG. C'est encore plus marqué, c'est-à-dire l'onde U, elle est là, là. Vous voyez en bas,
le schéma en bas, l'onde U, elle est très profonde. D'accord? Voilà. Et elle prend beaucoup de place. Donc vous avez une onde U très profonde. D'accord? Voilà. Alors, les manifestations rénales de l'hypokaliémie, elles vont entraîner quoi? Une polyurie, donc une augmentation des urines et surtout la nuit, un déficit d'excrétion de sodium, des troubles de la régulation de l'équilibre acido-basique, une protéinurie avec des leucocytes, une insuffisance rénale fonctionnelle, mais ces anomalies disparaissent dès la correction de l'hypokaliémie. D'accord? Donc c'est les autres manifestations que vous allez rencontrer en dehors des manifestations cardiovasculaires et musculaires. D'accord? Très bien. Vous avez saisi pour l'hypokaliémie? Ça va? Très bien. Alors, une chose que je vous ai mis là, c'est pas de votre ressort, parce que nous on fait de la physiopathe, mais j'ai voulu quand même introduire le traitement, c'est que le traitement de l'hypokaliémie ne se donne jamais en bolus. Une fois, il y a eu un médecin, durant mon époque, des années 88, qui a injecté du potassium. Le malade est mort, le médecin est parti en prison. D'accord? On ne donne pas de potassium par voie IV, c'est mortel. Voilà. Comment est-ce qu'on donne le potassium? Eh bien, le potassium, il est mis dans une perfusion. Voilà, voilà. On met dans une perfusion et les doses à administrer par 24 heures sont de 100 à 200 mEq par 24 heures. Ça veut dire que si j'ai un flacon de 500 cc, je mets 4 ampoules de potassium et ce potassium avec ce liquide, il doit passer en 24 heures. Voilà. Ou alors on le met dans un pouce-seringue, voilà, et on le fait passer en 24 heures. D'accord? Donc il faut toujours faire très attention. On administre ça de manière diluée et de manière très lente. Et avec un scope pour surveiller les manifestations cardiovasculaires. Donc le malade doit être scopé. Voilà. Donc je vous ai écrit plein de petites choses que vous pouvez lire pour vous, pour plus tard, pour pas avec des choses exactes et claires. Comme ça, vous saurez comment prendre en charge une hypokaliémie, mais c'est pas l'objet de votre année. Vous allez le faire plus tard. Mais c'est toujours utile d'avoir le traitement. Simplement, on ne donne pas le potassium en bolus. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Très bien. Les hyperkaliémies maintenant. Alors, elle est affirmée par une kaliémie supérieure à 5 mEq par litre. Et elle peut être secondaire à 3 situations. Lesquelles? Les excès d'apport, les transferts endogènes, les défauts d'élimination rénale, l'insuffisance rénale. D'accord? Donc vous avez 3 situations pour les hyperkaliémies. Alors, les excès d'apport. Les excès d'apport, alors, je vais vous dire, l'hyperkaliémie, elle ne peut exister par excès d'apport que dans les milieux hospitaliers. Pourquoi? Parce qu'un patient comateux ou un patient qu'on veut corriger, il avait une hypokaliémie et on lui donne une dose qui est trop importante. Et de l'hypokaliémie, on passe à l'hyperkaliémie. Donc c'est souvent dans des structures hospitalières. C'est pour ça que le médecin doit être très prudent et il doit conseiller au personnel paramédical d'être prudent dans l'administration du potassium. D'accord? Voilà. Alors, là aussi, j'ai vu des cas d'hyperkaliémie chez les patients qui sont sous diurétique. Alors, يعطوا له السيرو تاع البوتاسيوم يشربوا يعجبوا الحال. Voyez, pourquoi? Parce que le médecin, il lui explique pas que c'est dangereux de prendre des quantités importantes de potassium. Nous, on donne le diurétique et on donne le potassium. Et on se dit, voilà, puisque le diurétique, il va... Ou alors, ما يديرش le diurétique ou il يشرب le potassium parce que حلو يعجبوا الحال. Alors, يبدأ يشرب ومن بعد يجي en hyperkaliémie. D'accord? Donc, il faut toujours expliquer au patient. Il faut lui parler. ماشي le médecin يكتب له l'ordonnance, voilà. هاك ارجع لي ومن بعد ويروح. Non, c'est pas comme ça qu'on traite un patient. On lui explique.
d'accord? On lui dit, voilà, ça c'est dangereux si vous le prenez tout seul. Quand on vous donne des diurétiques, c'est parce que les deux médicaments, ils vont ensemble, le diurétique et le potassium. Mais le potassium, c'est pas un sirop. Le potassium, c'est un médicament qui peut être dangereux. Voilà comment il faut le prendre. Quand vous arrêtez le diurétique, vous arrêtez le potassium. D'accord? Et vous devez lui demander aussi de faire un contrôle de la kaliémie durant certaines périodes. Une fois, 2 fois par 15 jours, il doit vérifier son potassium. D'accord? Donc on donne pas des diurétiques et du potassium comme ça. D'accord? On essaye de lui expliquer et on lui fait des dosages de la kaliémie pour vérifier. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Alors, il y a certains médicaments qui favorisent l'hyperkaliémie. Lesquels? Par exemple, les diurétiques épargneurs de potassium. Vous savez que vous avez certains diurétiques qui ne font pas éliminer le potassium. Alors le patient, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut faire de l'hyperkaliémie. Il y a également les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Voilà, donc ils peuvent donner également de l'hyperkaliémie. Donc il faut toujours vérifier, quand on donne ces deux médicaments, les diurétiques épargneurs de potassium et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, il faut toujours faire attention à ces médicaments quand on traite les malades. Transfert endogène. Alors là, l'hyperkaliémie peut être de cause iatrogène, non. La cause de transfert, c'est quoi? Donnez-moi une cause de transfert de potassium. Donnez-moi une cause d'augmentation de potassium dans le milieu vasculaire. Oui, une hémolyse, une destruction cellulaire. D'accord? L'hémolyse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle libère le potassium, il est surtout intracellulaire. Donc, quand il y a une hémolyse, vous avez un potassium qui augmente. D'accord? Et vous avez souvent des patients qui font des hémolyses. Vous les rencontrez dans la pratique quotidienne. Voilà. Vous avez également la rhabdomyolyse. Est-ce que vous connaissez la rhabdomyolyse? Par exemple, le plafond et il y a un écrasement des cellules musculaires et des cellules, et vous avez une libération de potassium qui est très très importante. Ça s'appelle la rhabdomyolyse, l'écrasement. La chimiothérapie, elle peut entraîner également une lyse cellulaire. Pourquoi? Parce que la chimiothérapie, elle détruit les cellules cancéreuses et les cellules saines. Donc elle va libérer du potassium et on va avoir une hyperkaliémie. Vous avez également les hématomes. Quand on a par exemple un gros hématome rétropéritonéal et après il se résorbe. En se résorbant, il va libérer du potassium et le potassium dans le sang, il va augmenter. Donc dans les accidents. Donc il faut toujours vérifier. Et quand on a une insuffisance rénale aiguë, bien sûr, puisque le potassium, c'est le premier organe qui élimine le potassium qu'on apporte par voie alimentaire. D'accord? Donc l'insuffisance rénale aiguë. Voilà les transferts endogènes. Les défauts d'élimination rénale. Alors, les défauts d'élimination rénale, c'est surtout l'insuffisance rénale aiguë organique, quand on a une oligoanurie, et surtout, quand la diurèse, elle diminue. Elle est de combien la diurèse normale? Oui, 50 à 100 par heure. Hagda, 50 à 100 par heure. Eh bien, après le 4e jour, vous allez voir apparaître que le potassium commence à augmenter quand elle est inférieure à 50 par heure. D'accord? Donc, quand vous avez une diurèse qui diminue, une oligoanurie, au bout du 4e jour, hop, l'hyperkaliémie, elle est installée. D'accord? Voilà, donc c'est au bout du 4e et parfois du 6e jour d'évolution. Alors, vous avez également une hyperkaliémie qui peut apparaître, mais elle est très rare, chez les insuffisants rénaux à diurèse conservée. Pourquoi? Parce que le potassium يقعد في الجسم ما يخرج, mais ils ont de l'eau qui sort. C'est souvent de l'eau libre, voyez, peu concentrée, et tout ce qui est déchets, tout ce qui est potassium reste à l'intérieur. Donc c'est des insuffisants rénaux à diurèse conservée. Mais c'est rare. La moitié des patients, ils éliminent aussi le potassium, d'autres, non. Donc vous aurez une hyperkaliémie. Donc c'est des insuffisances rénales
à diurèse, on appelle ça la diurèse conservée. Mais elle n'est pas forcément une diurèse efficace. D'accord? Voilà. Alors, les manifestations cliniques maintenant. Alors, les troubles électrolytiques d'hyperkaliémie, c'est le plus grave des troubles. Pourquoi? Parce qu'elle entraîne un arrêt cardiaque irréversible. Ça veut dire, même si dès un arrêt cardiaque, il était en hyperkaliémie, et vous massez pour essayer de le récupérer, on y arrive rarement. D'accord? On arrive peut-être à sauver un malade sur 1000. On n'arrive pas à le sauver. Pourquoi? Parce que il y a un arrêt en systole. Hein? Et quand vous voulez faire reprendre le cœur, il ne veut pas reprendre. Donc l'hyperkaliémie, elle est mortelle, mais en plus, elle est parfois irréversible. D'accord? Donc l'hyperkaliémie, il faut la détecter le plus vite possible, il faut la traiter rapidement. Elle, beaucoup plus que l'hypoca. D'accord? Voilà. La surveillance de la kaliémie, elle doit être systématique, hein, et le prélèvement, il faut savoir une chose, c'est que le prélèvement, il doit être fait sans garrot. Pourquoi? Quand vous mettez un garrot, vous avez une fausse hyperkaliémie. D'accord? Donc quand on fait un prélèvement, on pique sans garrot. On pique sans garrot, on prélève pour avoir une kaliémie juste. Sinon, vous allez avoir une fausse hyperkaliémie. Le garrot entraîne une libération de potassium par destruction cellulaire au niveau du garrot. D'accord? Donc faites très attention quand vous faites votre prélèvement. Les manifestations électrocardiographiques, les voilà, il n'existe pas de signe clinique. Alors, il n'existe pas de signe clinique dans l'hyperkaliémie. C'est ça le malheur. Vous voyez, le diagnostic, il est fait par l'ECG, hein, ou par le bilan, ou par l'insuffisance rénale. Mais rarement, on peut faire le diagnostic par des signes cliniques. Il n'y a pas de signe clinique de l'hyperkaliémie. Et c'est pour ça qu'elle est encore plus dangereuse, l'hyperkaliémie. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Le CG confirme le diagnostic. Voilà. Vous avez, regardez ici, vous voyez, moi je vais dire ici. Les manifestations électriques initiales intéressent le segment ST et l'onde T. Toujours, comme dans l'hypoca, comme dans l'hyperca. Alors, l'onde T, elle est haute, elle est pointue et elle est symétrique. D'accord? En tente d'Indien, le segment ST se décale, et il va prendre l'aspect d'un S italique, hein, et il va se confondre avec l'onde T. Donc vous le voyez, après, il se confond avec l'onde T. Dans un second temps, on va avoir des troubles qui vont apparaître. Le PR qui va s'allonger, l'onde P, elle va changer d'aspect, il va y avoir un bloc auriculo-ventriculaire, ce qui fait la spécificité de l'hyperkaliémie. Donc il va y avoir un bloc auriculo-ventriculaire, un BAV, et on peut voir apparaître des troubles du rythme et une fibrillation ventriculaire. Même une torsade de pointe, mais beaucoup plus rarement. On verra plutôt la fibrillation et la tachycardie ventriculaire et la fibrillation ventriculaire. Alors je vous ai mis le schéma de ce que... voilà. Voilà la tachycardie ventriculaire. Voilà la fibrillation ventriculaire. D'accord? Voilà, comme ça vous pouvez la retrouver. La fibrillation ventriculaire, qu'est-ce que ça représente en médecine? La fibrillation ventriculaire, ça représente un arrêt cardiaque. Cette image-là, si vous l'avez observée, ça veut dire que déjà le malade est en arrêt cardiaque. C'est-à-dire que si vous avez ça, il faut tout de suite masser ou défibriller. Parce que le patient est en arrêt cardiaque. D'accord? Donc, c'est ça. Le traitement. Alors, quand on donne des diurétiques, il va y avoir une élimination du potassium. Mais, si le rein fonctionne, si le rein ne fonctionne pas, c'est un problème. Parce que vous avez beau donner les diurétiques, le rein ne fonctionne pas, donc il l'éliminera pas. Le calcium en IV, il va entraîner un transfert du potassium du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Donc il va diminuer un petit peu la concentration du potassium vasculaire. Voilà. L'alcalinisation, quand vous donnez du bicarbonate, ça va diminuer la quantité de potassium dans le sang.
D'accord? L'épuration extra-rénale. Et vous avez également un produit qui est très utilisé en médecine et qui est donné par voie orale, bien sûr, par voie digestive. C'est donc j'espère qu'il marche, le caïxalate. Le caïxalate, c'est une résine échangeuse d'ions. Pourquoi? Elle va capter le potassium, elle va l'attraper et elle va l'éliminer par les fesses. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'on fait, on prend une cuillère, c'est des grands pots qui marquent, des grands pots, la résine échangeuse d'ions, une cuillère, ندو المريض بشربها ياكلها تدخل في الجسم capter le potassium et elle élimine par voie anale. D'accord? C'est une résine échangeuse d'ions. C'est très intéressant. Chez les insuffisants rénaux aussi, on l'utilise parfois. D'accord? Voilà. Donc, l'azilix, calcium, bicarbonate, résine échangeuse d'ions et l'épuration extra-rénale. Il y a une autre manière également de traiter l'hyperkaliémie que je vous donne maintenant, c'est prendre un flacon de glucosé à 30%, d'accord, d'injecter dedans de l'insuline et de le donner au patient par voie veineuse. D'accord? Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va transférer le potassium en intracellulaire avec le glucose. Hein, je vous avais dit que tout à l'heure il y avait les transferts. On peut provoquer ce transfert. Quand l'hyperkaliémie elle est dangereuse et elle peut être mortelle, on met en place l'insuline avec le glucose chez les patients par voie IV en attendant la dialyse. Parce que pour avoir une place en dialyse, c'est très difficile parfois. Donc il faut utiliser tous les moyens pour diminuer le potassium dans le sang, le temps de faire une dialyse. D'accord? Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà, donc les aspects ECG de l'hypokaliémie et de l'hyperkaliémie. J'ai repris ici les deux schémas pour que vous les appreniez bien. Et voilà la torsade de pointe, elle est très spécifique de l'hypokaliémie. Voilà la tachycardie ventriculaire qu'on retrouve surtout dans l'hyperkaliémie et la fibrillation ventriculaire dans l'hyperkaliémie. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que vous êtes fatigués à cause de l'examen, mais on ne sait jamais. Ça va, c'était clair? Très bien, merci. Merci à tous.